Consulex Liège présente hashtag 30 minutes avec. Un mercredi sur deux à 18h. Retrouvez hashtag 30 minutes avec de Consulex Liège. Des interviews de personnalités issues de la communauté étudiante liégeoise. Retrouvez-nous un mercredi sur deux à 18h. Ce podcast est soutenu par l'Université de Liège et Wallonie Entreprendre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 30 minutes avec. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Pierre-Frédéric Nist. Bonjour Monsieur Nist. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes avocat fiscaliste et depuis 2017, vous assurez la présidence de l'Union des classes moyennes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a conduit à assurer cette présidence et peut-être aussi nous donner un aperçu de votre parcours académique et professionnel ? Mais avec grand plaisir. Alors, c'est toujours un peu amusant de parler de soi, mais très clairement, moi, je commence mes études de droit sans trop savoir quelle est l'orientation que je veux prendre. Je veux certainement défendre la veuve et l'orphelin. Ça, c'est un peu la tendance générale. Ça se passe pas mal. Et puis, il y a une année où j'ai ce qu'on appelle une seconde session, ce que je n'avais jamais eu, et donc je recommence le 1er juillet, je retourne devant mes feuilles et je commence à étudier les cours que j'avais ratés. Parmi les cours, il y avait un cours de fiscalité. Et la fiscalité, vraiment, j'y ai pris goût, j'ai vraiment eu une vocation partie d'un échec, parce qu'une seconde session, c'est une forme d'échec. Ce qui compte, c'est de ressortir de ça. Et c'est vraiment une vocation. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, je voudrais me spécialiser en fiscalité. Donc j'ai pris l'année qui suivait, donc j'ai réussi cette année-là, et j'ai pris l'année qui suivait tous les cours de fiscalité possibles. Et puis, je me suis spécialisé en fiscalité en cours du soir à l'ICHEC pendant 4 ans. Et alors, à un moment aussi, vous savez, moi, je n'ai pas des plans de carrière, et on va en reparler avec UCM notamment. Moi, je m'arrête dans une gare, je descends d'un train, et je monte dans le premier train qui s'en va. Et donc, c'est un peu à l'instinct comme ça, et j'apprends qu'il y a un concours pour travailler au ministère des Finances, et je me dis, tiens, fiscalité, c'est intéressant, je veux faire la RTB aussi, je voulais présenter le JT. Et donc, choisir, c'est renoncer. J'ai choisi la fiscalité, je travaillais un petit peu à l'administration fiscale, et en fait, c'est important parce que quand vous travaillez à l'administration fiscale, vous êtes là pour taxer. Ah oui. Lutter contre la fraude, ok, mais parfois vous taxez des gens ou vous contrôlez des gens qui n'ont rien à se reprocher. Et vous pouvez même avoir envie de donner des conseils. Et franchement, le jour où vous donnez plus de conseils que vous ne faites de taxation, il faut arrêter. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Et donc, j'ai quitté l'administration fiscale après quelques années pour me lancer dans un bureau de révisorat avec ce qu'on appelle une fiduciaire, une société de comptabilité. Et j'ai accompagné comme ça les indépendants et les PME dans leurs obligations fiscales. Donc, vous voyez déjà un peu le lien avec UCM. Et quelques années après, 2017, mais j'ai la possibilité, après avoir été président UCM Namur, UCM, cette grosse machine qui est déclinée en entités locales, plus l'aspect régional et l'aspect fédéral. On est actif sur la Wallonie et sur Bruxelles. Et je suis donc président UCM Namur, et puis je suis appelé à devenir président national, ce qui m'oblige à mettre un peu mon activité d'avocat de côté. Non pas que j'ai arrêté, certainement pas. On n'avait toujours pas arrêté. Alors, j'ai toujours pas arrêté. C'est de plus en plus difficile de trouver du temps parce que les journées ne font que 24 heures. Avant, j'avais le vendredi après-midi. C'était un peu le temps réservé au cabinet d'avocat. Maintenant, c'est un peu compliqué. C'est plutôt le week-end parce que j'ai une activité aussi. Je viens d'être désigné au Conseil supérieur de la justice. Et donc, ça me prend aussi mes vendredis après-midi. Donc, vous voyez que les journées sont bien remplies. Mais ce qui est important, c'est, quelle que soit la casquette, c'est d'avoir de la bienveillance pour ceux qui créent la valeur en Belgique, ceux qui ont une idée, ceux qui ont traversé tous les obstacles. Les premiers obstacles quand vous êtes jeune entrepreneur, c'est la famille. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Et vous allez dépasser tout ça et vous allez vous lancer. Et donc, vous avez besoin d'accompagnement. UCM apporte cet accompagnement. Le barreau, en tant qu'avocat, également, éventuellement quand les choses vont mal. Mais on dit toujours, un avocat, c'est quelqu'un qu'on doit voir avant pour éviter les problèmes après. C'est tout à fait vrai. Et donc, cette vocation, parce que je crois qu'on peut dire que c'est une vocation, d'accompagner les indépendants et les PME, la richesse du pays, elle est née naturellement et elle s'est toujours forgée comme ça, au fil de l'eau, comme on dit. Vous avez parlé de la fonction d'accompagnateur de l'UCM. Pouvez-vous nous expliquer plus spécifiquement ce que UCM apporte concrètement aux entrepreneurs, aux employeurs ?
Bien sûr. Et en fait, c'est important parce que on dit toujours se lancer comme indépendant, c'est bien, on n'a plus de patron, on est son propre patron, on fait ce qu'on aime. Beaucoup de gens qui nous disent oh, mais vous savez, moi, j'ai pas vraiment l'impression de travailler quand je vais au boulot parce que c'est vraiment une passion. Et ça, c'est important. Et donc, aujourd'hui, en 2025, c'est plus facile d'être entrepreneur, de se lancer comme indépendant qu'il y a 20 ou 30 ans. Parce qu'il y a des structures qui vous permettent d'être accompagné. Première chose, vous avez une idée. Votre idée, vous allez en parler autour de vous. J'en ai dit un mot tantôt avec la famille, mais c'est peut-être pas les meilleurs conseillers. Vous allez peut-être aller voir des copains, des copines qui ont une bonne idée. Vous allez peut-être vous associer. Vous allez peut-être voir aussi des hautes écoles, des universités. Tout ce qui est de nature à vous aider à concrétiser votre projet. Et on a des structures qui peuvent effectivement vous aider. Vous allez ensuite, une fois que vous avez pris la décision, vous présenter à un guichet d'entreprise. Quand vous êtes au guichet d'entreprise, eh bien, c'est là que vous avez votre numéro d'entreprise. C'est là qu'on peut éventuellement vous ouvrir un compte. C'est là que vous faites les formalités pour vous lancer comme indépendant. Ça, c'est important. Vous êtes affilié à une caisse d'assurance sociale également, puisque l'indépendant, il paye des cotisations sociales. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais il faut être très attentif à ça. C'est important. Et puis, vous allez être accompagné. On a des services chez UCM d'accompagnement pour développer votre entreprise. On va vous sensibiliser à toute une série de choses. On peut vous donner des formations. Bref, vous n'êtes pas tout seul au milieu du gué, comme ça, en disant « Tiens, je me suis lancé, mais je suis isolé, je sais pas quoi faire. » Non, on va vous inviter aussi à fréquenter un réseau. Alors, il y a plusieurs réseaux. Il y a même un réseau de femmes chefs d'entreprise, femmes indépendantes. C'est important. À 2 jours de la journée des droits de la femme. C'est important, bien évidemment, et on doit pouvoir accompagner comme ça. Et donc, on le fait, et vous allez grandir, et vous allez peut-être un jour dire, tiens, je vais franchir le cap, et demain, je ne serai plus indépendante, je vais devenir employeur, employeuse, je vais engager une personne pour mon activité. Eh bien, on sera là, on peut vous aider, on peut vous accompagner, trouver la meilleure formule, bien évidemment. Puis un premier engagement va générer un deuxième engagement, un troisième, puis vous voilà parti dans votre carrière. Donc tout ça, c'est important, plus des formations sur des sujets très précis, comment rédiger un plan financier, comment rédiger un plan d'affaires, comment communiquer, est-ce que je dois avoir une page sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui fondamentales. Je ne sais pas si on doit encore vous apprendre beaucoup, vous les jeunes, parce que vous le faites spontanément, mais c'est certainement intéressant d'avoir une vision de quelqu'un qui est déjà dans le métier depuis plus longtemps. Alors, vous avez parlé du pont qui existait entre votre expérience d'avocature et votre passion pour l'entrepreneuriat. Mais comment votre expérience d'avocat influence-t-elle votre manière de diriger l'UCM ? Voyez-vous des similitudes entre ces deux rôles ? Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de similitudes en tant que telles, parce que vous savez, le président UCM, qu'est-ce qu'il fait ? Il préside le conseil d'administration, il doit trouver des consensus au sein de son conseil d'administration, il est avec la secrétaire générale en ce qui concerne tout le mouvement, c'est-à-dire l'aspect syndical, entre guillemets. On a un syndicat, clairement, d'indépendants et de PME. Ils définissent ensemble une stratégie, un positionnement. On vient d'avoir un gouvernement fédéral il y a quelques semaines, à peu près un mois. On a participé, on a rendu un mémorandum. Donc, on fait toute la stratégie, le positionnement. Ça, c'est important. Donc, défendre un dossier, ben oui, c'est un peu comme un avocat. Si ce n'est qu'un avocat, souvent, on va plaider une cause pour un client en particulier. Nous plaidons la cause de tous les indépendants en même temps. C'est une forme de défense collective, mais c'est de la défense aussi, de l'accompagnement et de la représentation. Ça, ce sont les 3 maîtres mots. Donc oui, il y a un lien certainement avec le métier d'avocat. N'oubliez pas que le fait d'être juriste, c'est aussi une grande facilité parce que dans la vie, tout est un petit peu en relation quand même avec le droit. Donc c'est certainement un plus. Vous êtes président du CESE Wallonie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle de ce conseil consultatif et alors les parties prenantes qui sont autour de la table ? Donc le CESE Wallonie, c'est un organe de concertation qui contient les partenaires sociaux et environnementaux.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'un côté les syndicats, il y a les organisations patronales de l'autre côté, et il y a un représentant du monde environnemental. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que nous faisons de la fonction consultative. Le gouvernement nous interroge, nous demande notre avis sur toute une série de projets de textes, et nous essayons de rendre des avis que l'on essaye le plus unanime, ou en tout cas avec les plus grandes convergences, parce que forcément, ça a plus de poids si on peut ensemble donner un positionnement que si chacun y va de son propre commentaire. Et donc ça, c'est ce que nous faisons au CESE. Je suis président depuis presque 2 ans. Je termine mon mandat ici au mois de juin. Je passerai la main puisque c'est une présidence tournante. Une autre organisation va prendre cette présidence. Moi, je crois beaucoup en la fonction consultative, en la concertation comme ça avec le gouvernement. On essaye de faire la même chose à Bruxelles. C'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a pas de gouvernement, et vous savez qu'il y a aussi de la concertation au niveau fédéral, puisque j'ai la chance de siéger au G10, le groupe des 10, qui est le haut lieu de la concertation sociale, qui permet de déterminer un cadre véritablement dans toutes les matières juridiques et toutes les matières qui sont de compétences fédérales, bien entendu. Et est-ce que vous auriez un exemple d'un avis rendu par le CESE Wallonie qui a ensuite permis une vraie avancée législative au niveau de la région wallonne, par exemple ? Alors oui, certainement, il faut voir un peu dans les matières, mais je vais vous donner un exemple. Nous avons eu une réunion ce matin de notre CESE, et nous avons approuvé un avis concernant la fin de l'obligation des compétences de gestion générale. Vous savez que la Flandre a supprimé ses obligations de compétences de gestion, et Bruxelles également. Et nous avons rendu un avis où on n'est pas trop d'accord avec cette disparition. Alors c'est un avis qui est un peu divisé, c'est vrai, mais donc ça, voilà, on va voir comment le gouvernement va se saisir de ça. Mais c'est vraiment un message qui est très fort, qui est très important. Je précise aussi que nous rendons des avis à la demande du gouvernement, mais nous avons la possibilité de rendre des avis d'initiative. Si à un moment, la maturité est là entre nous et que nous pouvons sortir un avis sans qu'on nous demande notre avis, c'est le cas de le dire, parce qu'on estime que c'est important que les partenaires sociaux et environnementaux s'expriment sur tel sujet, eh bien nous essayons de le faire. C'est compliqué, je ne vous le dis pas, c'est compliqué, mais très clairement, c'est une possibilité aussi que nous avons de rendre des avis d'initiative. Le cadre juridique belge pour les indépendants et PME a évolué ces dernières années. Quels sont, selon vous, les changements législatifs récents les plus impactants pour ces acteurs économiques ? Alors, ce qui est important, c'est qu'on vient de loin. On vient de très loin. On a eu la ministre Sabine Laruelle de 2003 jusque 2013, qui a fait énormément parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Notamment au niveau des petits risques, c'est important. Ce n'était pas compris dans le statut social des indépendants. Il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Et puis, on a continué. On a eu Willy Borsu, on a eu Denis Ducarme, on a eu, alors en période de crise, David Clarinval. David Clarinval a été fort actif pour renforcer le statut social des indépendants en période de crise. Et si je vous dis ça, vous allez tout de suite penser au droit passerelle, puisque un indépendant n'a pas droit au chômage si l'activité s'arrête. Vous souvenez-vous, on a arrêté, notamment l'ORECA, on a arrêté toute une série de choses. Eh bien, on a compensé, le gouvernement a décidé de compenser par ce droit passerelle. Et donc, il existait avant le Covid, il a été mis en place. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on prend en considération aussi la problématique de la santé mentale des indépendants. On dit toujours qu'un indépendant, quand il réussit, il est assez discret, il ne le montre pas, en tout cas en Wallonie. En Flandre, vous montrez beaucoup plus, vous achetez une grosse voiture, vous avez une grosse maison, tout le monde dit « oh, c'est magnifique ». Vous investissez dans des clubs de foot. En Wallonie, on est beaucoup plus discret. Mais surtout, quand ça ne va pas, je dis toujours que les indépendants, c'est comme les oiseaux, ils se cachent pour mourir. Un indépendant qui ne va pas bien, c'est très problématique, et on a des passages à l'acte qui sont tout à fait tragiques, bien entendu, avec des familles qui sont
décomposées, des familles qui ne comprennent pas, qui n'ont pas vu venir la problématique. Et donc, on a vraiment, avec le ministre Clarinval, on a mis en place vraiment des sentinelles, si vous voulez, pour aider, pour détecter les problèmes de santé mentale au niveau des indépendants. Ça fait partie du statut social des indépendants, c'est important. Deuxième chose également, parler du statut social des indépendants, c'est parler également de la pension. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de manifestations, on entend beaucoup « Ah, on va toucher à ma pension », etc. Je vous rappelle une chose, et je respecte ceux fonctionnaires, enseignants, tous ceux qui disent c'est compliqué, on va toucher à notre pension. Je vous rappelle une chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous comparez les pensions moyennes des indépendants par rapport à une pension moyenne de salariés et une pension moyenne de fonctionnaires, on reste largement en dessous. Donc voilà, on essaye de revaloriser cette pension. On essaye de mettre en place quelque chose qui permet d'avoir quelque chose de comparable. 1 euro utilisé par un salarié, par un fonctionnaire pour sa pension, il doit être valorisé, ou l'euro de l'indépendant doit être valorisé de la même façon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On essaye de limiter les distinctions. Vous savez, il y a les fameuses périodes assimilées. Je suis salarié, je suis malade pendant 3 mois. Voilà, c'est embêtant, bien sûr, mais ça compte quand même pour la pension. Je suis indépendant, je tombe de mon toit, je suis out pendant 3 mois, je n'ai pas de revenus, ça ne compte pas pour la pension. Donc c'est pas logique. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit essayer d'harmoniser, d'améliorer, bien entendu. C'est fondamental. Un mot aussi pour terminer. Vous savez, le statut social, il y a le statut social des indépendants à titre principal, mais vous avez le statut social des indépendants à titre complémentaire. On a aujourd'hui beaucoup d'indépendants complémentaires. C'est bien. Normalement, le complémentaire, c'est celui qui dit « Je vais commencer par mettre un pied dans l'eau froide, voir si c'est si froid que ça, et je deviendrai indépendant à titre principal après. » Et on constate qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas au-delà, et ça, c'est une évolution de la société. J'ai une activité salariée, mais je me lance également un petit peu comme indépendant, mais alors je reste complémentaire. Eh bien, on doit valoriser aussi le travail des indépendants complémentaires, leur donner plus de droits. Et si vous deveniez ministre des Indépendants demain, quelle serait la mesure que vous prendriez dans le mois, par exemple? Donc la mesure vraiment prioritaire selon vous, là maintenant? Alors, je peux vous répondre très facilement. Non pas du tout que j'ai la prétention de remplacer la toute jeune ministre qui vient d'être nommée, pas du tout, mais on a travaillé avec elle et on lui a proposé d'abord notre mémorandum qui fait 246 propositions. Puis on s'est dit que 246 ou 243, c'était peut-être un peu beaucoup. On a réduit à 15 et puis on vient maintenant avec d'autres éléments par rapport à ça. Je crois qu'il y a une tendance générale qui est fondamentale, c'est que aujourd'hui, il faut redonner de l'adhésion de l'indépendant au système. Il faut qu'il ait à nouveau confiance dans le système. Et donc, il faut des prestations à la hauteur des cotisations qui ont été payées. Aujourd'hui, un indépendant, il paye beaucoup de cotisations. Ces cotisations, c'est principalement pour sa pension, puisque les statistiques sont là, les indépendants ne sont pas souvent malades, etc., ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Il y en a qui jouent avec leur santé, il faut être très clair. Mais donc, on voudrait vraiment une proportionnalité accrue entre ce que l'on paye comme cotisation et comme droit en retour. Ça, je pense que c'est un élément qui est important. Le deuxième élément, j'en ai touché un mot juste avant, c'est la pension, très clairement. Il nous faut des signes clairs comme quoi la pension, oui, demain, ça va mieux, ça va s'améliorer, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué le fait d'essayer d'accroître l'intérêt pour l'entrepreneuriat. Et justement, il existe un statut spécifique en Belgique pour les étudiants entrepreneurs. Quels sont ces avantages et à quelles conditions peut-on en bénéficier ? Alors, d'abord, c'est très important. C'est très important parce que je ne vais pas rentrer dans toutes les conditions pour pouvoir être étudiant-entrepreneur, mais sachez effectivement que ça existe. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, on a un déficit de proximité entre le monde de l'enseignement et le monde économique. Et qu'on dit toujours, oui, tiens, il faut augmenter l'emploi en Belgique, etc. C'est très bien, mais c'est un peu comme si on disait, engagez-vous dans le cadre d'un contrat de travail. Il y a la possibilité de créer son propre emploi et de devenir indépendant. Et ça séduit quand même beaucoup, et on voudrait que ça séduise de plus en plus et de plus en plus tôt, bien évidemment. Et donc, on a créé ce statut d'étudiant entrepreneur, ce qui vous permet
d'avoir un pied toujours dans l'enseignement, vous êtes toujours étudiant, ça c'est important, vous devez être réellement étudiant, c'est une des conditions. Ensuite, vous avez la possibilité de jouer dans la cour des grands, entre guillemets, de vous lancer dans le business, moyennant des choses, des simplifications administratives et des coûts moins élevés aussi. Ça c'est important. Mais c'est un statut temporaire, puisque vous n'allez pas rester étudiant toute votre vie. Mais c'est une façon de voir si, quand on a une idée, si c'est suffisant pour se lancer, ou qu'est-ce qu'on doit mettre en place autour de ça. Et ça, c'est important. Plus on aura la possibilité d'aider des jeunes à se lancer, que ce soit comme étudiants entrepreneurs, que ce soit via l'IFA-PME aussi, c'est important, des formations chef d'entreprise. Je me lance dans une activité et à terme, je veux avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir devenir chef d'entreprise. Tout ça, c'est important. C'est la liberté d'entreprendre, l'esprit d'entreprendre que l'on doit vraiment soigner. Il existe probablement un peu plus dans d'autres pays. Il existe probablement un peu plus en Flandre aussi, il faut le reconnaître. Mais demain, nous voulons vraiment que les jeunes Wallons, les jeunes Wallonnes, étudiants qui commencent à vouloir lancer une activité, n'aient pas peur et se lancent dans une activité d'indépendante. Le tremplin étudiant-entrepreneur est certainement un excellent tremplin. On a beaucoup parlé des différentes aides qui existent pour aider les entrepreneurs. Est-ce que vous avez peut-être en tête une mesure qui a été prise ces dernières années et qui aide réellement les entrepreneurs, notamment peut-être au niveau du paiement des cotisations sociales ? Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment, on est dans le cœur du lobby UCM. Ça veut dire que pour nous, on est dans les grandes priorités, bien évidemment. Et il y a une mesure qui s'appelle zéro coti. Alors ça, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire zéro coti ? Ça veut dire que si vous êtes indépendant, vous engagez votre premier travailleur. Okay ? Premier travailleur, c'est vous ne payerez pas de cotisation sociale patronale à vie sur l'engagement du premier travailleur. Zéro cotisation à vie. Alors, ça a été créé en 2016, ça a été un peu revu, c'est un peu raboté au niveau du montant, mais le caractère illimité, il est toujours là. Et vous avez la même chose avec le deuxième travailleur, troisième, jusqu'au sixième, ça c'est dans jusqu'au cinquième, c'est dans l'accord de gouvernement, mais avec des réductions plus faibles, bien évidemment. Mais donc ça, c'est vraiment cette main qui vous accompagne pour devenir employeur et zéro cotisation sur le premier travailleur à vie, c'est vraiment très, très symbolique, mais c'est tout à fait fondamental. On constate que j'ai engagé alors mon premier travailleur, j'osais pas trop, c'est un coup de pouce sérieux, puis avec ça, j'ai pu engager un deuxième, et des gens nous disent, on est au cinquième, au sixième, si j'avais pas eu la mesure, je serais jamais devenu employeur. Et ça, dans nos PME, c'est fondamental pour nous. Au-delà des étudiants entrepreneurs, beaucoup d'étudiants qui finissent leurs études décident de se tourner vers l'entrepreneuriat pour devenir justement leur propre patron. Comment est-ce qu'on pourrait faire, selon vous, pour accroître les liens entre les activités scientifiques de recherche, donc toutes les thèses par exemple qui sont acquises au niveau des universités et qui souvent restent sous forme de thèse, et puis le monde entrepreneurial pour faire en sorte que les nouvelles idées puissent réellement s'insérer dans la société ? Votre question, elle est parfaite, j'adore. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. Fabrice Brion, la société iCare à Mons, c'est une société qui fait de la prédiction de panne. Au lieu d'avoir une machine qui doit s'arrêter parce qu'elle est tombée en panne, si vous installez toute une série de mécanismes dessus, vous êtes prévenu et vous pouvez faire des rotations, anticiper les rotations et empêcher que la machine ne s'arrête et de devoir la relancer. Ça, c'est le fruit, donc iCare est bien connu mondialement, c'est le fruit d'un travail de fin d'études. Donc, nous avons dans les armoires de nos universités, dans les armoires de nos hautes écoles, nous avons des pépites qui dorment véritablement. Alors, je ne dis pas que tous les TFE vont vous permettre de créer une licorne en Wallonie. Ça, c'est peut-être un peu compliqué. Mais ça, c'est important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On doit rapprocher le monde entrepreneurial du monde de l'enseignement. Il faut se parler beaucoup plus tôt. Il faut détecter des talents beaucoup plus tôt. Et le monde économique doit pouvoir
jouer un rôle, pouvoir peut-être même sponsoriser des universités, des hautes écoles. C'est très difficile à faire passer, et j'assume tout à fait mes propos vis-à-vis des syndicats. Hein. Souvenez-vous, Odoo avait mis un camion devant une haute école, il s'était fait critiquer en disant « oui, mais non, c'est une publicité déguisée, etc. » Peu importe, il n'y a pas que le public qui peut réellement participer à la formation, à l'enseignement. Le privé doit pouvoir le faire. Et c'est vrai, on va nous dire, nous formons, nous, dans l'enseignement, des gens pour la société. Vous voulez former des gens pour les sociétés. Mais je crois que les deux sont tout à fait compatibles. Il nous faut des gens dans nos sociétés, mais qui ont une ouverture d'esprit, qui ont été formés pour la société. Je crois qu'on doit réconcilier les deux, bien entendu. Alors, quels sont les freins à la création d'entreprises en Belgique et quelles sont les mesures à implémenter pour faciliter l'esprit d'entreprendre dans notre région ? Alors, il y a des obstacles. Je ne sais pas si c'est des freins, mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles de l'ordre psychologique, c'est vrai. Est-ce que je vais être soutenu ? Est-ce que je ne vais pas tout perdre si je suis salarié et que j'arrête et que je me lance comme indépendant ? Est-ce que je suis encadré, etc. Donc, il y a tout ce travail à faire. Et comment est-ce qu'on va passer outre ? On va rencontrer des gens qui ont franchi le cap. On va discuter, on va essayer de voir si on peut être conseillé. Si on peut nous dire, tiens, si tu fais ça, je crois que ça c'est bien, ça, par contre, c'est plus difficile. Et le fait de partager une expérience, c'est fondamental. Et pour les femmes, c'est encore plus important, entre guillemets. Je pense qu'il faut qu'on se parle, il faut vraiment oser se lancer véritablement. C'est un sujet qui est important pour nous. À côté de ça, il y a des freins. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'élément le plus important, et c'est vrai que c'est aussi dans notre mémorandum, c'est la simplification administrative. Simplification administrative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrête de faire de la paperasserie pour de la paperasserie. Bien sûr, il y a de la paperasserie parfois qu'il faut faire, etc. Il y a de l'argent public quand il y a des subsides, il faut sans doute rendre compte, on est d'accord. Hein. Mais il faut simplifier véritablement. Et ça, c'est un obstacle aujourd'hui, à tel point que tout le monde se rend compte que c'est un obstacle et il y a une espèce de grand plan au niveau européen de simplification administrative. Si vous lisez le rapport de Mario Draghi et le rapport de Enrico Letta, clairement, ils disent oui, il faut de la simplification administrative parce que nos entreprises étouffent véritablement sous toute une série de contraintes. Le gouvernement wallon, la ministre Jacqueline Galland, en charge de la simplification administrative, a pris très très vite un plan justement de simplification administrative et elle a demandé aux partenaires sociaux, elle a demandé des quick wins. Quels sont les cas vraiment que l'on peut solutionner très très rapidement et tous les partenaires ont donné des exemples comme ça. C'est important. Au niveau fédéral, on a aussi de la simplification administrative un peu chez chaque ministre. Nous avons rencontré la ministre Simonet, la nouvelle ministre des indépendants et des PME. Elle travaille aussi sur un plan de simplification administrative. Donc ça, c'est vraiment faire sauter la grande majorité des obstacles qui sont parfois des freins, c'est vrai, parfois même des freins à main qui sont vraiment bien bloqués, vous n'avez plus les retirer. Ça, c'est infernal, bien entendu, mais on veut vraiment éviter... vous savez, on a besoin de politique. Si on parle de Bruxelles, on a besoin de politique, donc on a besoin d'un gouvernement. On a besoin d'un cadre. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Oui, peut-être un peu d'argent, de subsides, parce que ça permet d'anticiper des dépenses et tout ça. Mais fondamentalement, si nous avions un cadre avec un grand pas en avant dans la simplification administrative, on est les plus heureux. Ça veut dire qu'on doit nous permettre de faire ce que l'on fait de mieux dans la vie, c'est gérer nos entreprises. Et on ne doit pas faire le travail de l'État, parce que souvent, l'administratif, c'est faire le travail de l'État. Je rentre un dossier, mais je dois rentrer le même dossier pour telle autre administration, parce que les deux administrations ne se parlent pas. Tout ça, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment pas ça qu'on veut. On veut vraiment se concentrer sur nos entreprises. Alors, on a parlé des freins. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions par rapport aux erreurs. Quelles sont, selon vous, les erreurs les plus fréquentes des jeunes entrepreneurs au niveau juridique et comment les éviter ? Alors, d'abord, l'erreur, c'est problématique, c'est vrai, mais c'est pas éternel et c'est pas parce qu'on a une erreur, un échec
une erreur qui conduit à un échec, qu'on ne doit pas persévérer, très clairement. Les erreurs, on fait tous des erreurs. Hein. Si demain, vous me dites, tiens, moi j'ai envie de me lancer dans telle activité ici sur Liège et je voudrais vendre du chocolat et vous ne vous rendez pas compte que juste à côté, il y a déjà 3 magasins de chocolat, etc., eh bien, peut-être que vous allez avoir des difficultés. Vous allez dire, ah ben tiens, si je m'étais bien rendu compte, je ne l'aurais pas fait, j'ai peut-être commis une erreur, j'étais peut-être un peu trop vite. Donc, c'est quoi les erreurs? C'est peut-être souvent d'aller trop vite. C'est de ne pas assez écouter. Pas assez écouter. Il faut n'écouter pas que la famille proche parce qu'ils ne sont pas bons conseillers nécessairement. Ils vont dire, oh là là, mais ça serait mieux que tu sois dans telle boîte, la sécurité de l'emploi, etc. Alors que vous allez venir avec un souhait d'indépendance et tout. Donc, écoutez, pas n'importe qui, mais écoutez. Et partagez vos questions, partagez vos inquiétudes, réseauter, rencontrer des gens qui disent, ah, mais tiens, moi j'ai été à un moment de ma vie dans le même état d'esprit, j'ai fait ça, et ça s'est bien passé parce que j'ai pris telle disposition, etc. Ça, c'est important. Sur le plan juridique, c'est évident, il faut des contrats, il faut préparer des contrats. Hein. L'accord verbal n'est pas suffisant, il faut préparer des contrats, il faut prévoir tout comme dans un mariage, hein. Le meilleur et pour le pire. Il faut prévoir ce qui se passe si ça se passe bien et comment on sort d'une association aussi si ça se passe mal, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on doit pouvoir préparer et les choix stratégiques, il faut essayer de les maximaliser, bien évidemment, de les rendre les meilleurs possibles. Mais surtout, ne pas s'arrêter en cas d'échec. On a toujours la possibilité de se relancer aussi. Alors, on n'est pas comme aux États-Unis où vous faites 10 faillites et puis la 11e fois, vous faites fortune, etc. Je crois que ça n'est pas nécessairement ça. Mais ce n'est pas parce qu'on essaye quelque chose et que ça ne va pas que voilà, ça s'arrête. On doit pouvoir corriger le tir. Je l'ai dit, rencontrer, réseauter, échanger, ne pas avoir de stress à consulter, hein, aller, bien sûr, il y a des structures d'accompagnement. Vous connaissez bien Wallonie Entreprendre, hein, il y a des choses pour les jeunes qui se lancent, etc. N'ayez pas peur d'aller frapper à la porte, même si vous dites « Oh, je vais être mal reçu, c'est trop grand pour moi, qui suis-je pour pouvoir… » C'est rien, allez-y, soyez audacieux, audacieuse, lancez-vous et franchement, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. Vous avez parlé donc des rencontres, des échanges, des partages. Et selon vous, comment bien choisir son associé? Alors ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Chacun choisit ses relations comme ça. Voilà, il n'y a pas une règle absolue. Moi, je pense que en ce qui me concerne, c'est un peu à l'instinct, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on discute avec les gens et on dit, tiens, là, oui, tiens, on a des choses en commun. Ou bien, oh là là, on n'a pas grand-chose à se dire, ou bien c'est beaucoup de choses à se dire, mais on est d'accord sur rien, quoi. Il faut peut-être essayer d'éviter ce genre d'association. Moi, je crois qu'il faut que les choses soient très claires. Il faut aborder tout avant, tous les côtés positifs, tous les côtés négatifs aussi, voir comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Vous savez que vous pouvez apporter des sous quand vous créez une société, vous pouvez apporter votre activité, vous pouvez apporter des biens en nature, vous pouvez apporter… Il y a 36 choses, mais il faut savoir que si vous jouez une égalité, on va s'associer nous deux 50-50, ben voilà, c'est peut-être pas évident parce qu'en cas de blocage, on est effectivement dans l'impasse. Et on doit peut-être voir aussi si on ne fait pas un 60-40. Enfin, tout ça, il faut être imaginatif, il faut être créatif, il faut être accompagné. Il faut être accompagné. Choisir un bon associé, c'est bien, mais à un moment, il faut faire un contrat. Ça peut être un pacte d'actionnaires, ça peut être toute une série de choses comme ça. Je pense que c'est préférable. Et souvent, on a des sociétés qui tombent en faillite où on se dit, bah tiens, j'ai fait confiance, on se connaissait depuis longtemps, j'ai cru qu'on allait bien travailler ensemble. Alors parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Et donc tout ça, il faut vraiment prévoir, mais pas nécessairement tout mettre par écrit et tout. Hein. Il y a une part de subjectivité, une part de sensibilité. Moi je dis c'est un peu à l'instinct, ça colle ou ça colle pas. Très vite, hein, sur les caractères, ça colle ou ça colle pas. Voilà.
Alors pour finir l'émission dans les conseils, si vous pouviez revenir en arrière avec toute l'expérience que vous avez maintenant acquise, que diriez-vous à l'étudiant que vous avez été ? De ne jamais perdre un point de vue, c'est que défendre est probablement non pas le plus vieux métier du monde, mais le plus beau métier du monde. Défendre, c'est important. Ça veut dire, défense, il y a beaucoup de nuances. Ça veut dire porter la parole de. Un avocat, il porte la parole de. Un avocat, il se fait le traducteur de quelqu'un qui est en difficulté parfois et qui ne sait pas comment faire valoir son bon droit, comme on dit. Ou au contraire, il faut défendre quelqu'un qui est agressé par la société, peut-être à juste titre, et il faut avoir cette nuance et cette croyance en une forme de démocratie. C'est ça la justice. C'est ça aussi qui fait que le dernier des derniers a droit à une défense, à un avocat aussi. Et défendre, ça ne veut pas dire, c'est là la nuance, ça ne veut pas dire valider ou cautionner ce qui a été fait par le client. Moi, je défends des gens qui, en fiscalité, qui ont fraudé. Alors, ils n'ont pas spécialement fraudé, ils ont un peu oublié de déclarer une partie de leur revenu. Mais je ne dis pas, écoutez, vous avez bien fait, hein. Je ne dis pas ça. Je dis juste, voilà, ok, s'ils me disent, écoutez, on a essayé, on s'est fait avoir, il faut limiter les dégâts, on va essayer de limiter les dégâts. C'est ça qui est important. C'est ça, la défense, défendre, c'est probablement le plus beau métier, également chez UCM, pas uniquement comme avocat. Merci beaucoup. Merci aussi. Voilà qui conclut magnifiquement cette émission. Merci encore à vous d'avoir fait le déplacement, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à nos auditeurs de nous écouter tous les mercredis lorsque cet épisode sort. À dans 2 semaines et bonne fin de journée.